Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. C'est la reprise, c'est la rentrée. Moi aussi, je fais ma rentrée aujourd'hui. Et je suis très heureuse pour l'occasion de recevoir Franck Tétart. Bonsoir Franck. Bonsoir. Je vous reçois parce que c'est les 10 ans du Grand Atlas aux éditions Autrement. Et je vous reçois parce que vous avez est paru le 24 août dernier, le Grand Atlas version 2023 que vous dirigez. Donc on va parler ce soir géographie, cartographie, géopolitique. On n'a pas trop l'habitude dans les rencontres, mais c'est aussi une certaine forme de littérature. Alors, je voudrais dire que ce Grand Atlas, je vais peut-être le montrer en grand, je vais vous partager la couverture parce que peut-être que vous ne l'avez pas bien vu. Le voilà. Il est paru donc le 24 août. Il y a des partenaires, il y a Courrier International, il y a France Info. Vous deviez être accompagné ce soir de Cécile Marin qui est cartographe, qui a fait toutes les cartes, si je ne me trompe pas, de l'Atlas, mais elle avait un empêchement professionnel. Donc, ce soir, vous serez tout seul face à moi. Comment ça va, Franck Tétart? Très bien, très bien. Je suis ravi d'être avec vous pour cette présentation. Alors, vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes aussi enseignant, mais vous êtes aussi surtout le co-auteur d'une émission que moi j'adore et qui est tous les samedis à 18h30 sur Arte qui s'appelle Le Dessous des cartes. Ma première question, c'est comment vous est venue la passion des cartes et de la géopolitique? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai toujours eu une appétence pour la cartographie et plus que la cartographie pour l'ailleurs. J'ai toujours eu envie de voyager, de passer les frontières. Et lorsqu'on s'intéresse évidemment à l'ailleurs, au reste du monde, eh bien, je crois qu'on s'intéresse aux cartes et feuilleter un atlas, c'est déjà le début du voyage. Je suis d'accord avec vous. Surtout que l'Atlas, avec le dictionnaire, c'est l'ouvrage qu'on a entre les mains très tôt. Moi, depuis que je suis petite, j'ai un atlas et un dictionnaire. Oui, c'est sûr que souvent, même à l'école, on va commencer à avoir des cartes dans les salles de classe et effectivement commencer à voyager à travers les noms des pays, pour commencer, je crois, et puis effectivement à travers les lieux qui composent ce monde. Alors, ça fait 10 ans que vous dirigez co-dirigez, parce que vous n'êtes pas tout seul, le Grand Atlas. Pourquoi on est venu vous chercher, vous, spécialement? Alors, en fait, effectivement, c'est moi qui dirige cet atlas et on travaille avec d'autres auteurs. Pourquoi on est venu me chercher? Je pense parce que j'avais sans doute, à travers l'expérience du dessous des cartes, à travers également la revue Carto, à laquelle j'ai contribué et qui traite de cartographie, que donc j'ai contribué à lancer en 2010, j'avais justement une vision un petit peu globale de ce qui se passait dans le monde et donc une capacité, en tout cas c'est pour ça qu'Autrement m'a proposé ce projet, à essayer de composer un atlas annuel qui permettait de décrypter les grands enjeux mondiaux à travers le monde, à travers des thématiques qui sont à la fois directement liées à un État, un pays, ou qui sont liées à des situations conflictuelles, à des situations liées aux grands thèmes actuels et notamment celui de l'environnement. Et donc, on a réfléchi avec l'éditrice de l'époque, Laure Flavigny, et on a commencé à utiliser le maximum de ressources parce que l'avantage d'Autrement, c'est comme c'est un éditeur d'Atlas, eh bien, il a une véritable cartothèque qu'on peut utiliser et extraire de l'ensemble des atlas. Et c'est ce que nous avons fait en lançant cet atlas annuel qui s'appelle le Grand Atlas. Comment on fait pour construire un atlas qui ne soit pas un manuel scolaire, qui soit, parce que bon, il est vendu en librairie, il est vendu en presse aussi, je crois. Comment on fait pour attirer le lecteur, que ce ne soit pas barbare et ni barbant, si je puis dire? Alors, je crois que c'est déjà lié à ce format qu'on a choisi, c'est-à-dire d'organiser cet atlas en parties, en plusieurs parties, et puis d'avoir su au fil des années renouveler aussi le contenu de ces parties en fonction effectivement des grands enjeux mondiaux, et puis d'avoir finalement mis véritablement en avant la carte, c'est-à-dire que finalement, c'est les cartes qui vont guider un petit peu le contenu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va traiter d'un sujet en 2 pages qui vont donc être Je vais un montrer, je vais texte. montrer.
Regardez un là. texte très court, mais là, on va pouvoir voir un exemple. Vous voyez, par exemple, ici, à la conquête de nouveaux espaces maritimes. Donc, on pose effectivement une problématique, un enjeu aujourd'hui qui est celle de la conquête des espaces maritimes. Et puis, on a un texte qui est assez court, qui court sur 2 pages, avec 2 illustrations de cartes thématiques qui permettent de rentrer dans les enjeux spatiaux liés à cette thématique. Donc, véritablement, finalement, c'est un atlas qu'on peut consulter au jour le jour. Moi, j'ai des personnes que j'ai pu rencontrer quelquefois dans des librairies ou des salons qui m'ont dit j'adore votre livre parce que j'apprends tous les soirs. Je me couche et je lis 2 pages de votre atlas et j'ai l'impression d'être moins bête en me couchant et d'avoir appris quelque chose sur l'état du monde, de la société et de certains états du monde. D'où ça vient la passion des cartes, à votre avis? D'où ça vient la passion des cartes? Je crois que je l'ai vraiment acquise d'abord pendant mes études, puisque j'ai fait des études de relations internationales, mais aussi en ayant la chance de rencontrer Jean-Christophe Victor et de participer à cette émission à partir des années 1993-94. Et c'est véritablement là où j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Alors peut-être que vous allez pouvoir répondre à la place de Cécile qui n'est pas là. Moi, j'aurais aimé lui poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être cartographe et qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Alors c'est un petit peu bête la question, je suis novice, mais que fait un cartographe toute la journée? Un cartographe, il est là pour concevoir des cartes et proposer une synthèse d'une situation, d'un enjeu, d'un événement qui peut être géopolitique ou même présenter tout simplement en carte des données statistiques d'un État. Donc il y a toute une partie recherche. On oublie souvent qu'un cartographe fait de la recherche, va chercher des données statistiques les plus récentes possibles pour pouvoir composer une carte, va s'intéresser et lire, souvent ils lisent beaucoup la presse, et notamment lorsqu'il y a des conflits, pour savoir justement où en est le front aujourd'hui, si on prend le cas d'Ukraine, où sont les différentes offensives, donc va se documenter pour justement pouvoir ensuite spatialiser l'ensemble des phénomènes qu'il souhaite décrire, et puis ensuite il va véritablement travailler comme un dessinateur. Alors aujourd'hui, il y a l'outil informatique qui est très pratique et qui permet de travailler par couches. Donc on va utiliser un fond de carte, on va donc choisir une projection cartographique, un fond de carte qu'on va déterminer, puis ensuite on placera des couches avec les différents éléments qu'on souhaite mettre en avant, et puis ensuite on ajoutera les différentes typographies qui vont permettre de localiser les lieux à mettre en avant dans cette carte. Donc c'est un travail à la fois de recherche, de conception et ensuite un travail plus entre guillemets, de dessiner le monde. Si on prend aussi l'idée de ce qu'est la géographie, on dessine le monde. Un géographène en grec, c'est le dessin du monde, et le cartographe va justement dessiner la carte. Alors justement, j'ai une question de fond. Est-ce qu'on peut dissocier l'histoire de la géographie selon vous? Oui, je suis persuadé que c'est deux choses qu'il faut dissocier, même si effectivement les liens sont nombreux. Et en France, on en a fait finalement à l'école une discipline unie, mais c'est assez rare. Si vous voyagez ou vous êtes dans d'autres pays, les élèves ont des cours de géographie et des cours d'histoire qui sont complètement séparés. Mais c'est vrai que, évidemment, les phénomènes qu'on va pouvoir spatialisés sur des cartes et notamment les frontières. Les frontières, c'est finalement c'est l'histoire au fond, c'est de la géographie par l'histoire, puisque les frontières ont souvent évolué dans le temps et donc vont témoigner d'un moment historique jusqu'à la fixation de ces limites. Alors après, elles sont intercalées après chaque dossier, je ne sais pas si on peut appeler ça des dossiers ou chaque point, il y a des articles de Courrier International et de France Info. Alors je vais en partager un. Comment vous avez travaillé justement avec Alors France Info, je vais prendre celui-là par exemple, au hasard. Oui, Comment ça se passe? alors la façon dont on travaille, c'est qu'une fois qu'on a établi le sommaire du Grand Atlas de l'année, on va donc, sachant que c'est organisé en 5 grandes parties, une partie plus orientée sur les grands enjeux mondiaux, l'une plus orientée sur les conflits, une troisième qui va revenir sur un certain nombre d'événements historiques, sur la mondialisation
sensibilisation sur les enjeux de demain, et notamment en ce qui concerne l'environnement, et puis un dossier spécifique cette année, celui sur la Russie. Donc à partir de cette architecture et du contenu, eh bien, on va discuter avec les journalistes de France Info et essayer de voir des aspects que nous, on n'a pas toujours abordés dans la classe et qui vont donc être des aspects sur lesquels eux vont travailler. Et donc, ça permet de donner accès à d'autres ressources et d'autres points de vue. Et c'est ces regards croisés aussi qui sont intéressants. Autant d'ailleurs ce qui nous est fourni par les journalistes de France Info que ce qui nous est fourni par Courrier International, qui là va nous donner un regard sur le monde vu par les différents pays et journalistes du monde entier. Donc, ils nous font des propositions, souvent 2 ou 3 articles en fonction des parties, et ensuite on va faire un choix pour essayer de ne pas être redondant ou d'éclairer d'une façon différente sur un thème qu'on a pu aborder par les cartes. Alors, vous avez choisi de faire un focus sur 10 faits marquants de la décennie. Est-ce que ça a été facile de les choisir, ces 10 faits marquants? Et comment vous avez procédé? Est-ce qu'il y a eu débat sur les choix? Et comment ça s'est passé? Ça n'a pas été évident, mais la question que je me suis posée en faisant ce choix, bon, après on a travaillé avec évidemment l'éditrice du Grand Atlas, Anne Lacambre, ça a été de se dire quels sont les grands événements qui ont finalement une portée jusqu'à aujourd'hui ou qu'on garde dans notre mémoire comme un certain nombre d'événements, soit qui ont véritablement marqué la décennie, soit qui ont marqué une rupture, soit qui ont marqué un bouleversement ou un changement important. Et c'est de cette façon-là qu'on a guidé nos choix, et on a discuté à partir de cela avec Anne Lacambre lorsqu'on a finalisé le sommaire de l'Atlas. Mais ça n'a pas toujours été évident. Et puis, il y a certains choix qu'on a modifiés un petit peu en fin de conception du sommaire, parce qu'on trouvait que c'était plus pertinent aujourd'hui de traiter Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure d'événements anciens que d'autres. Vous m'entendez ou pas, Si, Franck? si, je vous entends bien. Moi, Parfaitement, je ne sais pas si... non, parce qu'il y a eu une petite coupure, c'est pour ça. Dans ces 10 points où vous revenez sur... Il y en a un qui m'a interpellée, c'est la télévision hackée. J'avais oublié, j'avais zappé, ça s'est passé en 2015. J'avais zappé ce point, donc du coup, je suis allée regarder, je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi ils ont mis ce point-là particulièrement? C'était, je crois, une façon de montrer combien les cyberattaques étaient une réalité, en soulignant finalement que tout le monde était vulnérable. Alors, on entend beaucoup parler des institutions politiques, des États qui peuvent subir une attaque et être hackés, mais on se rend compte que les médias, on a vu récemment certains hôpitaux en France, au moment du Covid, qui se sont retrouvés rançonnés par des cyberattaques. Donc, on voit que c'est du quotidien tous les jours. Et je trouvais que c'était un petit peu exemplaire de parler de cette chaîne de télévision qui s'était retrouvée hackée et avec finalement aussi une volonté de nuire et d'essayer d'empêcher de savoir qui était derrière cette attaque, puisque la chaîne a été prise d'assaut par des images qui montraient en lien avec des attaques terroristes djihadistes, et qui laissaient donc à croire qu'il s'agissait de Daesh ou d'une organisation terroriste qui avait pris le contrôle de la chaîne. En réalité, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une attaque qui venait plus probablement de Russie. Donc ça soulignait aussi cette idée qu'aujourd'hui, à travers ces cyberattaques, il y a une guerre hybride menée avec des manipulations, des sabotages par certains États ou groupes à l'intérieur de certains États. Et puis, il y a un dossier spécial avec la Russie. Est-ce que c'était... Vous ne pouviez pas ne pas faire un dossier sur la Russie, j'imagine. Vous avez choisi plutôt la Russie que l'Ukraine. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, ce qu'il faut bien imaginer, peut-être que ça paraît incroyable, c'est le dossier qu'on avait choisi dès le mois de décembre. On s'était dit, il faut traiter de ce pays parce que la Russie connaît un certain nombre de transformations, parce que la posture de Vladimir Poutine est un peu inquiétante depuis 2014, avec cette annexion de la Crimée. Il y avait un certain nombre de tensions ailleurs. Il y avait
également le fait que la Russie se tourne de plus en plus vers l'Asie. Donc, voilà, il y avait un certain nombre de transformations et de la politique russe, de la gouvernance de Vladimir Poutine qui paraissait intéressante à décrypter. Et donc, on avait pris la décision début janvier de faire ce dossier sur la Russie. Et puis, évidemment, les événements de l'Ukraine ont eu lieu, et cette invasion de l'Ukraine ont eu lieu après, ce qui nous a conforté dans l'idée qu'il était très nécessaire de traiter de la Russie. Et c'est pour ça qu'on a intitulé le dossier « La Russie, une puissance en action », pour montrer qu'on était passé à une étape supérieure, puisque vous voyez bien que depuis quelques années, il y avait des velléités de puissance de la Russie de plus en plus marquées sur la scène internationale, que ce soit en Syrie, lors de son intervention ou ailleurs. Et là, évidemment, c'était une réalité en Europe, et donc avec toutes les conséquences et les bouleversements que cela a apporté. Donc on a quand même choisi dans ce dossier de parler de l'Ukraine. Il y a une double page entière sur l'Ukraine pour essayer de comprendre quels sont les enjeux liés à ce conflit, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un pays comme l'Ukraine, et rappeler comment il s'est formé, rappeler un certain nombre de caractéristiques de ce pays pour mieux comprendre et avoir des clés de lecture du conflit en cours depuis l'invasion russe. Alors justement, je vais revenir à Vladimir Poutine. Vous avez écrit l'édito de cet atlas et à côté, vous avez cité une phrase de Vladimir Poutine qui est « Les frontières de la Russie ne se terminent nulle part ». Est-ce que les frontières, c'est la bête noire des géographes et des cartographes? Alors, comment vous dire, bête noire, pourquoi ça serait une bête noire? Parce que Parce que ça en bouge, réalité, pas. Souvent, on se dit où est la frontière? Souvent, on se dit est-ce que la frontière est là? Souvent, maintenant, elles ne sont pas matérialisées. Dans certains pays, elles ne sont plus oui, matérialisées. Donc, on pourrait très bien gagner, je dis n'importe quoi, gagner 1 mètre en disant ben voilà, c'est 1 mètre, je les veux. Donc, du coup, la frontière, elle bouge d'1 mètre. C'est pour ça que je dis bête oui, noire, c'est le casse-tête. oui, 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 oui. Mais en réalité, ce qu'il faut, je pense, comprendre, on a toujours peut-être l'impression qu'une frontière, c'est quelque chose qui est obligatoirement objet de tension. En réalité, on se rend compte que la plupart des frontières du monde sont des frontières complètement assumées, et que, en réalité, une bonne frontière, c'est signe de paix, et c'est signe que les deux États qui partagent une frontière pacifiquement sont des États qui ont de très bonnes relations. Et au fond, une frontière bien tracée, c'est plus objet de coopération que discorde. Alors, vous avez raison, ensuite, il y a des lieux où on sait très bien que les frontières sont contestées, ou ne sont pas encore complètement abouties. Il suffit de penser à certains lieux conflictuels, qu'il s'agisse du Cachemire, du conflit israélo-palestinien, où évidemment la frontière est suspendue à un accord de paix entre ces populations. Mais évidemment, en ce qui concerne, si on revient sur la Russie, évidemment, la frontière que la Russie a imposée à l'Ukraine en annexant la Crimée est une frontière contestée par l'Ukraine qui évidemment revendique l'ensemble des territoires, y compris celui de la Crimée. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, puisqu'on a eu quand même le sentiment que les Ukrainiens, à partir de 2015, plutôt 2016 même, ont acté le fait que la Crimée avait été annexée, et même s'il y avait une volonté de pouvoir un jour récupérer cette terre dans leur giron, il semblait que pour des raisons liées à la volonté de stabiliser la zone et d'éviter de nouvelles tensions, les Ukrainiens étaient à peu près à y renoncer. On voit aujourd'hui l'inverse, et le président Zelensky l'a bien rappelé. Aujourd'hui, en raison de la guerre, eh bien, les Ukrainiens et le gouvernement ukrainien, à travers les mots de M. Zelensky, souhaitent récupérer l'ensemble des territoires ukrainiens, y compris la Crimée. Hier soir, j'ai re-regardé l'Atlas, je l'ai refeuilleté pour être bien à jour pour la rencontre. Et je me suis dit, finalement, quand on lit un Atlas et quand on regarde des cartes, tout devient limpide, tout est beaucoup plus simple. Vous prêchez un convaincu, bien évidemment, et je crois que c'est toute l'utilité de la carte. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, aujourd'hui, et c'est un peu ce que font les atlas, et pas seulement le grand atlas, c'est véritablement d'essayer de faire une synthèse d'une situation et d'apporter par une légende, finalement,
des clés de lecture. Moi, je dis souvent à mes élèves en classe, vous pouvez à partir d'une carte écrire une dissertation sur tel ou tel conflit ou tel et tel événement, parce qu'une carte bien construite, qui va avoir une légende bien détaillée, va nous permettre évidemment de lire un certain nombre de phénomènes et au fond d'éclairer sur une situation géopolitique ou une situation politique entre différents États ou même à l'échelle mondiale, hein, si on est sur un planisphère, expliquer un phénomène et voir ses conséquences dans les différents États du monde. Donc oui, c'est pour moi véritablement la carte est une synthèse d'une situation politique, géopolitique, géographique, et qu'elle elle nous aide par la spatialisation des événements et des phénomènes à décrypter de manière claire. Et je crois que c'est là qu'on voit si le cartographe est doué, puisque plus la carte est lisible, plus on ne peut que remercier le cartographe pour ce qu'il nous donne à travers la lisibilité de la carte et le choix qu'il a fait pour réaliser un certain nombre de phénomènes cartographiques. Et quel regard vous avez aujourd'hui sur l'évolution des cartes? Est-ce que ça vous terrifie? Vous êtes, parce qu'elles ont beaucoup bougé, les cartes, j'imagine, hein, depuis que vous avez commencé à étudier les cartes, ou pas? Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a évidemment une école de cartographie avec, il y a quand même un certain nombre de référents cartographiques hein, sur lesquels tout le monde se met d'accord, une véritable, je ne vais pas dire Bible, mais en tout cas, il y a des façons de cartographier qui sont donc et qui servent de référents cartographes. Ce que moi je vois plutôt avec satisfaction, c'est de voir la multiplication des cartes. Hein. Et vous avez des cartes dans un certain nombre de journaux, Le Monde, Le Figaro, Le Monde qui publie lui-même des atlas régulièrement. Vous avez des cartes à la télévision, et pas seulement dans le dessous des cartes, mais également dans un certain nombre de magazines ou de journaux télévisés. Donc on voit effectivement une présence très importante de la carte, ce qui montre qu'il y a un besoin aussi de répondre à cette volonté de compréhension du public vis-à-vis d'un certain nombre de situations conflictuelles ou de besoin de savoir où les choses se passent. Et puis, aujourd'hui, on a aussi des cartes un peu innovantes. Hein. Il y a ce qu'on appelle une cartographie un peu radicale, et récemment est paru d'ailleurs un atlas de cartographie radicale qui pose des questions un peu plus polémiques en termes de représentation cartographique, qui va innover dans la représentation cartographique. Et ça, je trouve ça très intéressant, puisque ça nous permet aussi de nous décentrer par rapport à des habitudes et des référents qu'on a habituellement. Et ça permet aussi peut-être de souligner d'autres phénomènes et peut-être de donner une dimension encore plus politique ou plus sociale à la carte, puisque c'est un véritable objet hein, de sciences sociales, la carte aujourd'hui, en tout cas pour moi. Alors justement, vous voulez dire, on a des cartes partout. Nous, lecteurs, on peut aller très bien, là, si je veux, je vais sur Internet, je vais aller chercher des cartes. L'utilité de l'atlas, ça représente quoi? Ben, en tout cas, je crois que l'utilité de l'atlas, c'est qu'il va être un outil plus important que la carte seule, puisque à côté de ces cartes, il y a un certain nombre de données et de textes qui vont accompagner et qui vont donc permettre aussi de guider la lecture de la carte et vont surtout compléter un certain nombre d'éléments qui n'ont pas toujours été cartographiés. On ne peut pas sur une carte l'alourdir en mettant le nom du chef de l'État, par exemple, ou la politique qu'il est en train de mener. Alors, on peut donner les résultats de ces politiques à travers des données statistiques. Donc, en tout cas, dans le type d'atlas que je dirige, comme le Grand Atlas, l'idée, c'est véritablement de fournir une sorte d'article qui sur une situation ou sur un pays et qui va être complété par une approche cartographique qui va permettre et de synthétiser un certain nombre de phénomènes et de compléter ce qui va être dit dans le texte qui l'accompagne. Comment vous avez travaillé avec l'éditrice de cet atlas? Eh bien, de conserve, hein, nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous Parce que avons. depuis le début, donc depuis 2013, c'est 2013 la première, c'est ça, 2013? Oui, fin 2000, oui, 2013-2014, oui, fin 2013, oui. Oui, donc effectivement, si vous travaillez ensemble depuis. Mais est-ce qu'il Ah, y a des conflits de temps en temps sur des sujets où elle vous dit non, ça c'est trop long, ça va intéresser personne? Comment ça se passe? en règle générale, on a quand même une contrainte de page, c'est-à-dire que Oui,
j'ai souvent un peu plus de thèmes qu'il ne faudrait de Il n'est pages. pas très gros, hein. On ne va pas faire peur au lecteur. Il est pas très gros pour un atlas. Moi, j'ai connu plus gros quand même pour les atlas. Ça, c'est bien. Je trouve qu'il est... Oui, mais c'est l'idée de l'atlas annuel, donc il n'est pas très gros. On est quand même sur près de 200 pages, hein, si ma mémoire est bonne. On est à 180, non, on est à près de 150 pages. Donc, l'idée, c'est donc de proposer quelque chose qui soit véritablement une sorte d'outil pour comprendre le monde en 2023. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'ambitionne. Donc, à partir de là, on fait des choix. Souvent, donc, on a une cinquantaine de thèmes, hein, qui vont être abordés dans cet atlas. C'est vrai que dans la première version du sommaire, on est plutôt à 60. Et puis après, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux parler plus de l'Europe? Est-ce qu'il vaut mieux parler plus, par exemple, on a fait le choix de parler des Balkans parce que c'est une région sur laquelle on a peu d'informations de manière quotidienne, j'entends, hein, dans la presse, etc. Or, il s'y passe un certain nombre de choses, de plus en plus d'influences extérieures, et pas seulement de l'Union européenne, mais aussi de la Chine, de la Turquie, de la Russie. Et donc, c'était intéressant aussi de se concentrer sur cette région du monde qu'on a moins l'habitude de connaître. Donc, vous voyez, au lieu de faire une page plus générale sur l'Europe, on a plutôt décidé de faire un focus sur cette zone. Donc, c'est un petit peu les choix. Après, moi je regarde pas mal aussi un petit peu ce qui va se dérouler en termes de grands rendez-vous internationaux, par exemple. C'est vrai que il y a souvent des COP, où il y a souvent des grandes rencontres internationales. Il y a aussi des rendez-vous électoraux. Et on sait que dans certains pays, il y a toujours un risque soit de changement politique majeur, soit de tension, et ça peut aussi nous guider dans le choix de traiter de tel ou tel pays. Vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs, et puis on en discute avec Anne Lacan, hein, qui est donc l'éditrice de cet atlas, et on tranche ensemble. Donc voilà. Et nous faut nos 50 pages, nos 50 doubles pages, et c'est comme ça qu'on travaille. Dans les enjeux justement 2023, il y a l'espace comme nouvelle frontière. J'ai trouvé ça, je vais le montrer parce que c'est un sujet qui m'a interpellée aussi. Il faut que je retrouve mon visuel. Le voilà. Vous faites aussi un focus sur la Coupe du Monde du Qatar aussi. Oui. Alors, parce que pour que les gens comprennent, surtout à chaque fois dans l'atlas annuel, il y a des dossiers qui sont récurrents. Donc, il y a les enjeux de l'année qui arrive, donc la 2003. Après, il y a les tensions, les crises et les conflits, les défis de la mondialisation. Après, il y a un dossier qui bouge. Donc là, vous aviez choisi de faire un focus sur les 10 faits marquants de la décennie. Il me semble que l'année dernière, on faisait un focus sur l'histoire, si ma mémoire est bonne. Après, il y a aussi Et demain. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que sur l'atlas de l'année passée, on se demandait ce qui allait se passer pour le Covid. Et là, vous faites une entrée d'atlas sur vers la fin du Covid-19, point d'interrogation. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, l'ouverture du prochain atlas, ça sera la fin de l'épidémie du Covid-19? Écoutez, j'espère, mais c'est assez difficile de le savoir. Bon, il semblerait qu'aujourd'hui, les mutations des coronavirus sont telles que pour la plupart d'entre nous, hein, je ne suis pas médecin, mais semblent beaucoup plus bénignes qu'au début de l'épidémie en 2020. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Il semble aussi que le vaccin soit dans la majorité des cas, parce que malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas recevoir le vaccin ou sont contraintes médicalement, enfin ne sont pas reçoivent très mal les vaccins et a peu d'effet sur certaines personnes, hein, ça arrive aussi, mais que globalement, le vaccin est assez efficace, en tout cas pour juguler les formes graves, hein, de ce coronavirus. Et donc, à partir de là, on peut espérer, c'est peut-être mon côté très optimiste, de voir la fin de cette épidémie qui a quand même marqué non seulement les Français, mais l'humanité entière, puisque la Terre s'est retrouvée, l'ensemble et la grande majorité des pays du monde se sont retrouvés dans une situation de confinement, de fermeture, alors que depuis les années 90, on est plutôt dans une tendance inverse, celle de la mondialisation, de l'ouverture, du voyage, des relations intenses au niveau économique, financier et politique, et aussi de la circulation des individus de manière très simple. Et là, on se retrouvait
avec de nouveau à refermer les frontières et dans une situation qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Donc tout ça, effectivement, a marqué les esprits, avec aussi quelquefois dans certains États un certain nombre de traumatismes pour certaines personnes et populations plus vulnérables. Et par conséquent, c'est aussi cet espoir de voir tout cela derrière nous l'année prochaine. Mais le risque aussi qu'on a, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est que en raison des dérèglements climatiques, l'expansion des virus peut devenir une réalité et être beaucoup plus régulier qu'aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles épidémies. À partir de quand vous commencez à travailler sur l'année qui arrive? Par exemple, le Grand Atlas 2024, vous allez le commencer quand à faire la trame à peu près? Alors, la trame, moi, je commence souvent à réfléchir en décembre. Je note des idées. Et puis, véritablement, on se laisse tout le mois de janvier jusqu'à mi-février pour ensuite réfléchir et affiner un sommaire. Mais en gros, autour du 15 février, on a un sommaire. Et puis ensuite, on va commencer à réfléchir avec Cécile Marin à la cartographie. Alors, il y a des reprises, évidemment, de différents atlas déjà publiés. Donc, si besoin d'actualiser telle ou telle carte, s'il y a besoin de créer de nouvelles cartes, voir aussi les thèmes qu'on va créer ex nihilo, à partir de rien. Et puis, on avance comme ça, après avec un rétro-planning qui va nous conduire, il faut le savoir, fin juin, on boucle, puisque le temps d'impression pour que la classe soit prête fin août, début septembre, et soit donc diffusée dès septembre. C'est long de réactualiser une carte ou c'est rapide? Alors, c'est une bonne question. Quelquefois, on se retrouve face à l'absence de données, parce que certaines données sur certains phénomènes sont plus difficiles à obtenir. Et donc, quelquefois, on cherche et on ne trouve pas. Donc, ça nous arrive de publier des cartes. C'est pour ça que, quelquefois, les personnes sont surprises en disant « Mais oui, on est en 2023, 2022, et votre carte, les données sont de 2018. » Sauf qu'il s'avère que pour avoir des données consolidées, c'est les données de 2 ou 3 ans avant, en réalité. Donc, si en plus il y a pour une raison ou pour une autre une absence de données, on recule un peu dans le temps et quelquefois il est très difficile d'avoir des données spécifiques. Ça dépend aussi des États, parce qu'il y a des États qui ont des outils et des appareils statistiques très performants. La France, on a l'INSEE, on a un institut, donc pour obtenir des données sur la France, c'est plutôt facile. Mais par exemple, les données qu'on a en 2022, c'est celles de 2020, voire de 2021. Tout dépend si elles ont été consolidées dans l'année. Et comme on commence à travailler en janvier, vous voyez, des fois, on n'a pas de données. Et quelquefois, il nous arrive de finaliser des cartes fin juin parce que les données disponibles ne sont disponibles qu'en juin, en milieu d'année pour l'année précédente, puisqu'il y a 6 mois, souvent, pour les données statistiques, le temps qu'elles soient vérifiées et disponibles. Donc, c'est pour ça que, quelquefois, en fin de bouclage, fin juin, quelquefois, c'est un petit peu la course aux données pour finaliser certaines cartes. Alors, c'est dommage que Cécile ne soit pas là parce qu'elle travaille, donc j'imagine, sur ordinateur, puisque les cartes, maintenant, tout se fait sur ordinateur. Mais est-ce qu'il y a quand même des cartes en papier? Est-ce qu'il y a des grands tirages? Vous mettez sur une grande table avec des cartes papier? Ou ça n'existe plus? Ça n'existe plus beaucoup. Peut-être que quelquefois, et ça, c'est vrai que ça aurait été intéressant de demander, Cécile griffonne quelques éléments cartographiques sur son cahier, mais je crois que cette carte à la main a en grande partie disparu, sauf peut-être pour certains cartographes qui veulent remettre un petit peu cela au goût du jour, mais effectivement, avec l'outil informatique, on a tellement de données disponibles et de facilité à traiter ces données que c'est plutôt avec cet outil qu'on travaille. Quel dommage de ne pas avoir de grandes cartes. On imagine bien un cartographe avec plein de cartes autour de lui, et en fait, pas du tout. Quelle déception. Et oui, c'est vrai. Mais Ça, c'est comme c'est les très auteurs long de dessiner le monde. C'est très long de dessiner le monde. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord que c'est très très lent. Est-ce que vous pensez qu'un cartographe, ou même vous, vous êtes incollable sur tous les pays? Non, Je je vous pense que rassure, je ne vous poserai pas de questions. Hein. Je ne vais pas vous poser des non, questions. mais oui, quelquefois mes élèves essayent de me piéger en allant me chercher une île du Pacifique qu'ils viennent de découvrir. Bon, en règle générale, j'arrive à voir où c'est situé, mais ça peut arriver Et est-ce sur que une île.
ville ou un lieu dont on a peu entendu parler. Donc j'imagine que vous avez le sens de l'orientation. Est-ce que c'est possible qu'un cartographe n'ait pas du tout le sens de l'orientation? Et ça, il faudrait demander à Cécile, mais je crois qu'elle a un très bon sens de l'orientation. De mémoire, quand on se donne rendez-vous, on se retrouve très facilement. Donc, j'avais vu qu'elle a un très bon sens de l'orientation. Moi, j'ai effectivement un très bon sens de l'orientation. Il m'est même arrivé une fois d'aller en Suisse dans la famille de ma femme, où je n'étais jamais allé, et j'ai trouvé, alors que ma femme ne se rappelait absolument pas de où on devait aller. Donc, maintenant, j'ai un assez bon sens d'orientation. Mais justement, parce que aussi, je continue, malgré les GPS et autres systèmes de géolocalisation, lorsque je pars quelque part, je regarde la carte avant de partir. Alors justement, une carte routière. Moi qui ai une passion pour les cartes routières, est-ce que c'est la même... Est-ce qu'on lit une carte routière comme on lit une carte, vous qui êtes un peu... Bon, vous êtes en géopolitique, mais vous êtes quand même géographe, j'imagine, quelque part. Est-ce que c'est la même chose, une carte routière et une carte d'un pays? Est-ce qu'on a la même... Alors, À part les routes, hein, bien sûr. oui, alors, c'est pas tout à fait la même parce que la destination, l'usage de la carte routière, c'est véritablement se déplacer, circuler. Donc, on va, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une survalorisation des axes routiers sur les cartes routières. Il y a aussi des choix cartographiques qui sont différents que ceux qui vont être pris sur une carte thématique. C'est-à-dire que, évidemment, les cartes routières mettent les routes beaucoup plus grosses qu'elles ne sont en réalité. Tous les axes routiers, le nom des villes, eh bien, les choix sont évidemment ceux des axes routiers, et du coup, on va perdre en, en variété de noms de lieux. Si vous avez une carte de France et que vous avez juste les départements et donc les différents lieux des différents départements et en plus des préfectures et grandes villes, évidemment, vous aurez plus de noms de villes peut-être que sur une carte routière où vous aurez d'abord les grands axes routiers qui vont vous guider d'un point A à un point B. Ça va vraiment dépendre de l'objectif. Et puis, on est vraiment là pour, avec la carte routière, dans le repérage, dans la localisation, et on va donc chercher précisément où l'on souhaite se rendre. Alors, une question toute bête que m'a posée mon neveu il n'y a pas longtemps. Qui a décidé, il me parle de géographie justement, que tout ce qui était mer, océan, c'était bleu, tout ce qui était désert, c'était jaune, et tout ce qui était forêt, c'était vert. Qui a décidé de ça? J'ai pas En su lui fait, répondre, hein. Moi, j'ai toujours vu comme ça, donc j'ai pas su répondre. Mais est-ce qu'il y a une alors, vraie explication? oui, c'est au fil du temps, il y a des conventions qui se sont établies, mais si vous regardez les premiers portulans, la mer n'est pas bleue du tout. Donc les portulans, c'est ces cartes faites par les navigateurs du 15e et 16e siècle et les Portugais qui vont donc pour localiser les itinéraires vers l'Afrique et puis ensuite vers l'Amérique. Ce qui les intéresse, c'est véritablement de définir des longitudes et des latitudes. Et au fond, que la mer soit bleue ou blanche, c'est pas l'objet. Donc, ça viendra beaucoup plus tard, par exemple. Et puis après, c'est des conventions. Il faut aussi savoir que le vert n'est pas seulement utilisé pour les couverts forestiers. Le vert est beaucoup utilisé lorsque vous avez fait des cartes du monde musulman, vous allez utiliser le vert puisque c'est la couleur emblématique, symbolique de l'islam. Donc, les couleurs peuvent être utilisées à différentes, en fonction de ce que vous souhaitez représenter, de manière différente. On va aussi pas mal utiliser dans les cartes thématiques le bleu, non seulement pour les mers, mais également pour souligner l'Alliance Atlantique, l'OTAN, parce que, entre guillemets, c'est un petit peu un réflexe de la guerre froide. Pendant la guerre froide, c'était un peu les bleus contre les rouges, qui étaient les soviétiques et les communistes. Donc, ouais, à partir de là, après des conventions, des habitudes qui vont permettre de cela. Et puis le vert, évidemment, le couvert naturel, c'est d'abord le vert qui domine, donc on comprend pourquoi on a utilisé cette couleur. Donc c'est aussi un petit peu j'ai envie de dire, du sens pratique. Tout le monde voit l'eau en bleu, donc on fait la mer et les fleuves en bleu. Tout le monde se représente la nature en vert, donc on va utiliser le vert pour la nature. Donc c'est même pas vraiment véritablement des conventions, c'est aussi un peu de Bon bon sens. sens et d'aide aussi avec des habitudes qu'on a tous. Et je suis certain que si on donne un crayon à un enfant, on lui demande de dessiner une forêt, il va utiliser le vert.
Et un fleuve, il le fera bleu. Donc, les cartographes dessinent comme les enfants, en utilisant les couleurs qui leur semblent les plus appropriées pour décrire le monde. Donc la conclusion de Franck Tétart ce soir, c'est que les cartographes et les géographes sont des grands enfants. On va dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, mais je vous en laisse la responsabilité. Je l'assume, je l'assume. Mais voilà Frédéric. Avec un petit sens géopolitique qui n'est pas enfantin quand même. Non. On va dire. Non. Alors, Anne, justement, on s'intéresse à votre âme d'enfant parce qu'elle voudrait savoir quels sont les cartographes qui vous ont passionné dans l'histoire, quels sont ceux… de tout temps, les hommes ont voulu dessiner le monde, mais ils n'avaient pas tous les moyens pour le faire à des moments. Quelles sont les cartes de l'histoire qui vous émeuvent, qui vous passionnent? Je crois que j'en citerai une. Il y a peut-être deux. Allez. Celle de Waldseemüller, qui est le premier cartographe à avoir représenté l'Amérique avec le nom America, alors que en réalité, il aurait sans doute dû l'appeler Columbia, puisque il a utilisé le nom d'un récit de voyage de Monsieur Amerigo Vespucci, et du coup, il en a déduit que le nouveau continent était celui de celui qui avait fait le récit de ce voyage en Amérique et donc a mis sur la carte America, alors qu'il aurait, s'il avait suivi l'idée que le premier, même si en réalité ce n'était pas le premier Européen à découvrir l'Amérique, puisque les Vikings sont allés bien avant lui en Amérique du Nord, mais en tout cas, il aurait pu mettre Columbia pour désigner ces terres découvertes par Christophe Colomb. Donc ça, c'est effectivement un cartographe que j'aime beaucoup en raison de cette histoire que finalement va donner un sens et va donner un nom à ce nouveau continent, à ce nouveau monde juste découvert. Et puis, il y a une deuxième carte enfin, il y en a d'autres, mais je pense à celle d'Arnaud Peters qui avait une âme finalement de vouloir représenter le monde de manière beaucoup plus égalitaire, donc un petit peu un côté utopiste en se disant, au fond, les représentations qu'on a en Europe, c'est surtout celles qui sont issues du XVIe et XVIIe siècle, donc notamment la projection de Mercator, et qui a tendance à surreprésenter l'hémisphère nord. Et par conséquent, Arnaud Peters, dans les années 70, va dire, mais au fond, il n'y a pas une véritable représentation des territoires en fonction de leur réelle superficie, et donc il va proposer une autre représentation cartographique qui respecte les surfaces. Et donc, ça change complètement la vision qu'on a du monde et ça valorise, au fond, ce tiers-monde qui est en train d'émerger dans les années 60-70. Et d'ailleurs, c'est une carte qui a eu un certain succès dans les nouveaux pays indépendants post-colonisation et qui va être aussi longtemps utilisée dans des organisations internationales telles l'UNESCO, l'UNICEF, justement pour montrer que la puissance des États, on l'oublie, chaque État, au fond, a un droit d'être représenté un peu de la même façon et en fonction de sa superficie. Donc ça, c'est deux cartes que j'aime assez, en tout cas deux représentations cartographiques que j'aime assez. Justement, on dit toujours que la Corse, par exemple, est très mal située, en général, plus près de la France qu'elle n'est réellement dans la réalité. Vous respectez les distances? Est-ce que les cartes sont justes? Ma question le laisse sans voix. Oui, non, ça a été coupé, donc j'ai juste entendu le début de la question sur la Corse, pourquoi elle était mal située, mais je n'ai pas entendu la fin. Est-ce que vous respectez les vraies distances? Est-ce que les cartes sont justes aujourd'hui? Alors, les cartes, il faut quand même jamais oublier que les cartes sont d'abord des représentations. Et donc, une représentation, ça va être aussi correspondre à le choix d'un cartographe et des choix qu'il va faire. Donc, là, je ne sais plus qui a dit, mais je me demande si ce n'est pas Barthes qui disait que la carte qui ne sera jamais fausse, au fond, on ne peut pas la construire, c'est la Terre elle-même. Et au fond, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a obligatoirement une déformation de la réalité, puisque
d'abord, on a un problème qui est celui de la rotondité de la Terre. On doit représenter une sphère. Oui. Donc, vous pouvez imaginer prendre une orange, vous la mettez à plat. Évidemment, ça va déformer quelque peu. Et donc, après, à partir de là, il faut créer une projection. Donc, il y a déjà un problème initial en raison de la Terre sur laquelle nous vivons. Ensuite, eh bien, on tend, en tout cas lorsqu'on est cartographe ou on est géographe, à faire une représentation qui répond finalement à ce qu'on souhaite montrer sur la carte. Et donc, on va s'approcher d'une réalité qui, quelquefois, ne va pas satisfaire tout le monde. Et c'est là où on se rend bien compte que les cartes sont particulièrement politiques. Quand vous voyez l'Inde qui continue à représenter ses frontières en intégrant l'ensemble du Cachemire d'avant 1947, c'est une véritable revendication politique, et toutes les cartes que vous trouvez en Inde et dans les écoles indiennes, eh bien, vont représenter le territoire indien avec le Cachemire d'avant la partition avec le Pakistan. Donc, ça veut dire que même certains États vont mentir finalement sur la réalité de leur pays. Donc, vous voyez, c'est là sur... Donc, ce n'est pas objectif, en fait, les cartes. C'est pas complètement objectif, effectivement, et je pense qu'on est véritablement dans la représentation. Et une représentation, il y a toujours une part de subjectivité. Alors, ça doit être une prise de tête terrible parce que vous êtes quand même partenaire avec Courrier International. Et dans Courrier International, on lit des articles avec lesquels on n'est absolument pas d'accord, puisque c'est la façon dont les étrangers nous voient. Donc, on n'est jamais d'accord avec ça. Comment vous faites pour que vos partenaires, justement, soient tous d'accord par rapport à ce que vous dessinez et à ce que vous faites comme représentation du monde, à la fois politique et physique? Alors, j'ai envie de dire, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on est en contact avec la rédaction parisienne, internationale. Et eux nous font des propositions d'articles qu'ils ont eux-mêmes traduits de correspondants ou de la presse internationale. Par conséquent, on n'a pas de contact directement avec les auteurs initiaux des articles, et y compris justement sur ce type de représentation. Je ne suis pas certain qu'un Indien ou un journaliste indien qui verrait les cartes qu'on peut proposer de l'Inde serait satisfait de notre frontière dans le nord du pays. Mais là, nous travaillons directement avec la rédaction. D'accord. C'est un peu comme quand à l'AFP, on recevait des légendes où il y avait marqué l'ambassade des espions, et donc nous, on mettait l'ambassade des États-Unis. On refaisait la légende. Alors, il y a Pierre qui se demande, parce que comme vous le savez, on traite beaucoup de fiction dans notre émission, on a beaucoup de romanciers, et Pierre se demande quel regard vous portez sur ces romanciers qui redessinent le monde, puisqu'en fait, ils inventent des mondes et ils font même des cartes. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous passionne? Moi, j'adore. J'ai même, pendant assez longtemps, animé une petite rubrique dans la revue Carto. Et mon hobby de la semaine et du mois pour préparer ma rubrique, c'était de trouver la carte la plus originale qui soit. Et j'ai, à plusieurs reprises, été dans la littérature pour essayer de voir évidemment comment les mondes étaient représentés. Je me suis même amusé, mais celle-là, je ne l'ai pas publiée, à représenter le monde de 1984. Qu'est-ce que c'est que ce monde avec ces rapports de force et de puissance qui existent et que décrit George Orwell. Donc oui, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant aussi de voir, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit même dans le Game of Thrones, tous ces mondes qui ont été créés, ces rivalités, c'est très géopolitique, et je trouve ça passionnant. Ah bah, vous allez vous régaler avec le livre de Laurent Godet qui nous décrit la Grèce privatisée. Oui, qui a été acheté. Donc là, c'est un bon conseil de la rentrée. Alors, j'ai une petite anecdote. En fait, j'imagine que vous vous en souvenez, mais souvent les lecteurs ne le savent pas. La maison Actes Sud était un atelier de cartographie. C'était atelier de cartographie thématique et statistique. C'était l'origine d'Actes Sud. Et à l'époque, donc Hubert Messen m'avait expliqué qu'il s'était amusé avec des cartographes à superposer la carte des sols et la carte des religions. Et on s'était aperçu que les protestants vivaient plutôt sur certains sols, les catholiques sur d'autres sols, etc. Est-ce que pour vous, les cartographes sont des scientifiques qui peuvent découvrir des choses justement en superposant des cartes? Alors, c'est sûr que
la superposition de différents phénomènes sur une carte permet de se rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Moi, je me souviens très bien, lorsque je travaillais avec Jean-Christophe Victor, on avait trouvé que c'était particulièrement éclairant, lorsqu'on parlait de l'Irak, de voir le problème, et que finalement on pouvait expliquer le pouvoir autoritaire de Saddam Hussein sur l'Irak, parce qu'en réalité, lui-même était issu d'une tribu sunnite qui vivait dans un territoire où il n'y avait aucune ressource naturelle, et que les ressources naturelles étaient soit au nord, c'est-à-dire dans des zones habitées par des Kurdes, soit au sud, dans des zones habitées par des Arabes chiites. Et que par conséquent, si la minorité, la tribu sunnite de Saddam Hussein voulait pouvoir accéder à cela, elle n'avait qu'une solution, c'était de mettre en place un régime qui donnait la part belle aux sunnites dans l'organisation de l'État pour que finalement il y ait une meilleure répartition entre l'ensemble de la population. Donc là, effectivement, c'est éclairant et quelquefois on se rend compte que certains phénomènes, et justement avec les ressources, c'est souvent assez intéressant, peut expliquer des phénomènes sociaux qui ont lieu, qu'il s'agisse de mouvements sociaux, de conquête de pouvoir, et c'est assez instructif. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des cartes qui fâchent? Parce que je pense, par exemple, à la façon dont on a dessiné les pays africains en ne tenant absolument pas compte des ethnies, et que si on recommence les ethnies sur les cartes, on n'a pas dessiné les pays avec cette prise en compte des personnes, dont certaines familles se retrouvaient à moitié dans un pays, à moitié dans un autre. Est-ce qu'on représente ça aujourd'hui? Alors, on représente ça aujourd'hui. Il y a des cartes qui ont été faites très intéressantes de l'Afrique avant la colonisation en fonction des ethnies. Et donc, on voit une multitude de frontières et on voit bien que les frontières étatiques qui existent aujourd'hui en Afrique sont des frontières coloniales, donc complètement artificielles, puisqu'elles ne correspondent pas à des entités politiques préexistantes ou éventuellement à des entités ou des tribus qui étaient liées soit par la religion, soit par la langue, soit par l'ethnie. Encore qu'en Afrique, depuis très longtemps, les populations souvent maîtrisent 2 ou 3 langues parce que dans les territoires, il y a finalement pas mal de circulation, mais on voit bien que l'artificialité des frontières africaines. Ce qu'il faut quand même relativiser, c'est que finalement, on se rend compte, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une étude très intéressante menée par Michel Fouché, géographe qui est spécialiste des frontières, qui a aussi analysé que l'acceptation des frontières étatiques post-coloniales, enfin, après la décolonisation. Donc finalement, ces États se sont aussi construits avec des frontières qui leur avaient été imposées dans le temps. Donc il y a eu quand même un certain nombre de conflits, mais que finalement, ces conflits ont été relativement peu nombreux au vu du nombre de frontières qui auraient pu être l'objet de contestation. Donc cette étude est assez intéressante pour montrer que finalement, il y a eu des constructions nationales après les indépendances qui ont permis, au fond, l'acceptation de ces frontières dans un certain nombre d'États africains. Ça n'a pas été réglé partout. On l'a vu d'ailleurs dans les cas les plus complexes où, du coup, ça a conduit à la création de nouveaux États, qu'il s'agisse de l'Érythrée, qui s'est séparé de l'Éthiopie en 1993, ou des Soudans, la naissance du Sud-Soudan en 2013, puisque les populations n'avaient pas envie de vivre ensemble et étaient très différentes en termes religieux, en termes également ethniques. On va finir avec la question de Pierre qui est intéressante parce que Pierre voudrait savoir la part du climat, la part des problèmes de notre monde aujourd'hui. Est-ce que ça prend le pas sur les cartes que vous faites d'année en année? C'est une question très intéressante. C'est vrai que lorsque j'ai commencé cet atlas, on avait une petite rubrique sur les questions liées à l'environnement. Et petit à petit, évidemment, ça a pris de plus en plus d'ampleur à travers des thématiques de plus en plus marquées, à la fois en termes
négociations climatiques, à la fois en termes de phénomènes climatiques qu'on va cartographier, qu'il s'agisse de la désertification, qu'il s'agisse des problèmes liés aux pénuries d'eau, qu'il s'agisse de phénomènes climatiques extrêmes, comme on l'a vu cet été en France ou ailleurs dans le monde. Et tout ça, effectivement, est de plus en plus présent dans l'Atlas. Avec aussi la migration aussi, peut-être, des migrants. Pardon ? La migration des populations aussi. Oui, tout à fait, les migrations des populations liées effectivement à ces phénomènes climatiques. Et aussi, du coup, ça nous a conduit à créer une rubrique qu'on n'a pas uniquement axée sur le développement de réchauffement climatique et des règlements climatiques, mais aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait demain? Donc, une espèce de rubrique un petit peu d'anticipation sur est-ce qu'il faut changer notre façon de consommer et de produire des denrées agricoles? Est-ce qu'il faut avoir un monde où effectivement les problèmes climatiques deviennent des problèmes qui doivent être traités non seulement à l'échelle locale, mais aussi nationale, mais aussi internationale. Donc des questionnements très en lien avec ces problématiques. Donc, effectivement, c'est devenu de plus en plus présent dans la classe. Alors moi, j'ai qu'un mot, courez acheter cet atlas. Je le dis à la place de Nathalie. Cette fois, on change. Parce que voilà, c'est passionnant de regarder le monde à travers les cartes. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est même une structure d'esprit, quelquefois, de ne pas comprendre ce qui est écrit, mais tout d'un coup de le voir dessiné avec les commentaires qui vont avec et les éclairages qui vont avec. Voilà, vous êtes notre première rencontre de la rentrée, on est ravis. On prépare encore plein d'autres choses avec les livres de la rentrée, évidemment, mais aussi avec les rentrées de chaque éditeur, et que ce soit en poche ou que ce soit en grand format. Donc, Nathalie, je te rends la parole. Merci infiniment de votre... Merci à vous pour l'invitation. Mais non, mais elle a tout dit. Il faut aller en librairie dès demain matin. Vous allez acheter le Grand Atlas 2023 qui est paru aux éditions Autrement. Moi, je voudrais dire encore un grand merci à Franck d'avoir été avec nous ce soir. On regrette de ne pas avoir eu Cécile Marin, mais on l'embrasse et ça sera que partie remise. Moi, je remercie beaucoup les éditions Autrement qui ont fait le lien avec vous et qui m'ont envoyé ce merveilleux atlas. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Ce soir, je vais regarder des cartes. C'est toujours bien de dormir un peu avec des cartes avant, comme ça fait voyager aussi. Donc, allez en librairie, allez acheter le Grand Atlas 2023 dirigé par Franck Tétart. Merci beaucoup, Franck. Bon courage pour les prochaines cartes. Et on envie aussi vos élèves parce que vous êtes passionnants et on passerait encore plein de temps à vous écouter. Bonne soirée en tout cas et peut-être à bientôt.